Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui touchent nos vies et qui font l'actualité. Ce soir, nous échangerons sur comment l'épidémie de Covid-19 impacte les diverses associations yvelinoises, des conséquences financières, humaines ou encore sportives, des événements annulés, des représentations reportées, des saisons sportives blanches et des besoins d'aide toujours plus grands. Selon une enquête menée par le mouvement associatif du 18 mai au 15 juin, 89% des associations ont affirmé avoir eu des difficultés dans leurs activités de bénévolat. Plus de la moitié d'entre elles ont dû revoir leur mode de fonctionnement. Alors pendant les prochaines minutes, nous allons échanger avec 3 invités issus de différents lieux d'associations. En plateau avec nous, Franck Le Carpentier, vous êtes le président des Cougars de Montigny-le-Bretonneux, équipe et club de baseball. Bonsoir. Bonsoir. Et ils seront en visio avec nous, Françoise de Saldellaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Animasos, collectif d'associations et d'habitants de Saint-Quentin en Yvelines, et Pascal Rosier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération des Yvelines du Secours populaire français. Mais avant de commencer à échanger avec vous trois, je vous propose qu'on écoute Patricia Blanc. Elle est la présidente d'Imagine for Margot, l'association dont le siège se trouve dans les Yvelines se bat contre les cancers pédiatriques. Elle a choisi d'organiser sa course Enfants sans cancer de manière connectée. Plus d'1 million d'euros a été collecté grâce à 3000 participants à travers la France et on vient de m'apprendre que nous n'avons pas le magnéto. Donc, elle nous informait notamment dans ce magnéto qu'il fallait innover, il fallait se renouveler. Françoise de Saldellaire, justement, cette manière d'innover, de se renouveler, en ce mois de septembre, l'île de loisirs aurait dû accueillir la première édition d'un festival que vous portez, c'est le festival Pulsation. Il est reporté à 2021, mais vous aviez tenu à organiser le 27 septembre dernier, le club des partenaires, un rendez-vous lui aussi modifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets négatifs des contraintes sanitaires liées à la Covid. Il y a aussi certains effets positifs, c'est que lorsqu'on reporte des événements comme ça a été le cas pour le festival, ça nous donne du temps. Donc, on va dire qu'on profite de ce temps, on essaye de positiver de cette année supplémentaire qui nous est donnée pour créer, et notamment créer le club des partenaires du festival Pulsation. Le premier rendez-vous devait avoir lieu vendredi dernier et la préfecture nous a fortement recommandé d'annuler ce premier rendez-vous. Donc, voilà. Donc, comme vous le disiez précédemment, il faut sans cesse se réinventer, sans cesse rebondir. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on parle de bénévolat, on parle de membres associatifs et qu'on est sur des dynamiques voilà, d'habitants et c'est quand même un peu compliqué de rebondir sans cesse. Est-ce que ça a été un coup dur, toutes ces annulations successives ? Tout à fait, oui, ça a été compliqué. Alors, tout ça, ça s'est fait pendant le confinement, ce qui a encore intensifié la complexité de la chose, puisqu'on est tous passés en visio. Donc, c'est vrai que là aussi, on se renouvelle. Hein. On a découvert qu'on n'avait pas besoin d'être en présentiel. Il n'empêche que pour tout ce qui concerne le lien, c'est quand même bien compliqué de faire du lien en étant en virtuel. Donc, ça, c'est très compliqué. Ensuite, c'est vrai que nos troupes de bénévoles ont été elles aussi touchées par la Covid et ça continue de l'être puisque les nouveaux membres qu'on intègre sont des étudiants et que les étudiants sont en ce moment dans des conditions un peu difficiles aussi dans les amphithéâtres. Donc voilà, on reçoit sans cesse des messages disant qu'ils sont empêchés pour cause de tests positifs. Voilà, donc tout est compliqué, toute cette dynamique est extrêmement compliquée. Et il faut maintenir une dynamique malgré tout. Donc, Alors cette dynamique, justement, Imagine for Margot, on va écouter comment il joue malgré la Covid-19. On n'a pas trop eu le choix. En fait, notre course à Saint-Cloud, normalement, fait 5 à 6 000 personnes sur site. Donc, on a vu très rapidement qu'on n'allait pas pouvoir la faire entièrement sur site. On est passé tout de suite en un mode mixte, à la fois connecté et sur site. Et puis, en début septembre, lorsqu'on a vu que les conditions sanitaires se compliquaient, on a passé sur un mode entièrement connecté. Connecté, ça veut dire que sur place, il y avait juste en fait une équipe de tournage avec quelques animations, hein, les personnes qui allaient monter sur le podium.
Et on a retranscrit un événement pour des personnes qui couraient en fait partout en France et même à l'étranger. Tous nos événements ont été annulés. Il faut savoir qu'à peu près 200 événements sont faits pour l'association par des bénévoles, des personnes extérieures. On a aussi un deuxième événement qui s'appelle le Rallye du Cœur, où ce sont des voitures de collection ou des voitures de sport qui se réunissent à Versailles et avec normalement un enfant avec sa famille dans les voitures. Donc cette année, impossible de mettre des enfants dans les voitures. Donc on a fait un parrainage entre des pilotes et des enfants. On a peu été touché dans l'association par des personnes qui ont eu le Covid, ou alors ils l'ont eu, mais pas de manière très grave. Ça a en fait impacté l'association en tant que telle parce il a fallu qu'on se réorganise complètement. Du jour au lendemain, on a été en télétravail, donc voilà, on a bien connu les réunions en visio et le suivi de tout ce qu'on fait en visio. Donc c'était comment est-ce qu'on garde le contact entre nous, mais comment aussi on garde le contact avec nos partenaires, avec les familles, avec les hôpitaux. Donc voilà, ça a été comment est-ce qu'on recrée du contact à distance. Alors on a beaucoup entendu le mot visio, mais Franck Le Carpentier, chez vous, c'est impossible. Du côté des Cougars, la Covid-19 a été synonyme d'arrêt complet. La saison n'a pas repris au printemps. Oui. Alors nous, c'est vrai qu'on est un sport un peu particulier, c'est qu'en fait nous, notre saison commence au printemps. Donc en fait au début du cloisonnement, en fait, la question s'est posée, tout le monde espérait que ça ne dure qu'un mois, comme partout en France. Et force a été de constater que dans un premier temps, on a décalé la saison à début mai, et au final, elle a été purement et simplement annulée. Donc nous, gros effet, oui, effectivement, de ce côté-là. Sur l'aspect sportif, physique, pour vos joueurs, un manque d'entraînement tel, un manque de match, ça implique quoi pour la suite ? Alors, j'ai deux catégories de joueurs. Il n'y a que la France aujourd'hui qui a annulé son championnat. J'ai une bonne partie de mes joueurs en fait, qui sont partis jouer à l'étranger, en Suède, en Suisse, un petit peu partout ailleurs en Europe. On en avait aussi quelques-uns aux États-Unis ou même un au Venezuela. Donc tout cela ont pu jouer. Donc au niveau forme, il n'y a pas de souci pour eux. Ils ont joué à des championnats qui ont des niveaux à peu près homologues aux nôtres. Pour ceux qui sont restés, c'était beaucoup plus compliqué, effectivement. Pascal Rodier, vous, ce n'est pas nécessairement des annulations, mais des modifications. En mars, vous fermez le siège départemental. Vous avez même dû fermer certaines antennes, comme celui de Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui, vous en êtes où ? En fait, pendant la crise Covid, il y a eu effectivement un temps de latence sur 2 structures locales, et puis finalement, ça s'est débloqué après, parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension des bénévoles qui souvent... dans une association comme la nôtre, sont un peu âgés et donc se sentaient pas prendre de risques inutiles. On a eu une forte mobilisation de bénévoles nouveaux, puisqu'on a plus de 400 bénévoles qui se sont proposés, qui ne faisaient pas partie de nos effectifs, et c'était plutôt des actifs qui se retrouvaient empêchés de travailler du fait du confinement. Et donc, c'est vrai que le siège départemental étant essentiellement administratif, on a opté pour le télétravail. Mais on a tout de même aussi, étant une association de solidarité, dû projeter des amis sur le terrain pour accompagner les bénévoles dans la réorganisation et tout. Et donc là, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que nous, y compris là avec la deuxième vague, on s'est réouvert partout et on a même des nouvelles structures qui s'ouvrent du fait qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont proposées. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi à peu près à rebondir en termes d'animation. Là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, c'est sur la partie purement statutaire, quand il s'agit de tenir des assemblées générales d'approbation de comptes et tout ça. On est comme certaines associations, là, un petit peu en ce moment, à bousculer les calendriers. D'habitude, on les fait en juin, et là, on n'a pas pu le faire. Mais sur la mobilisation solidaire, on ne peut pas dire que ça se soit ralenti, puisqu'on a toujours été actifs en fait pendant toute la crise. Voilà. Franck Le Carpentier, je vous ai vu acquiescer sur les statuts, parce que les associations, il y a aussi tout un domaine administratif. Ça vous met dans l'embarras, ce Covid ? Nous, comme je vous l'ai expliqué, on commence au printemps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a entamé tout notre cycle de dépenses pour préparer la saison. Et on s'est retrouvé au début de saison sans aucune rentrée.
puisqu'en fait on a 3 types de rentrées chez nous. On a les subventions publiques, qui bien heureusement ont été maintenues. Donc on remercie d'ailleurs chaleureusement la mairie, l'agglomération, la région et le ministère des Sports, parce que sans eux on aurait passé la clé sous la porte. Par contre, en fait, on avait tous nos nouveaux textiles et la buvette qui tournait pas, parce que tout simplement, il n'y avait pas de match. Donc, pour l'instant, un manque à gagner estimé à 32 000 euros. Donc, pour nous, c'est énorme. Qui ne sera jamais comblé, j'imagine. Qui sera jamais comblé. Après, bon, faut voir aussi qu'on n'a pas dépensé d'argent vu qu'il n'y a pas eu la saison pour les 2 équipes en division nationale. Donc, ça équilibre un petit peu. En fait, la perte réelle, si on estime les dépenses qu'on n'a pas faites, elle est de 7 000 euros. Françoise de Saldeler, cet impact financier, vous le ressentez aussi aujourd'hui? Est-ce que vous devez vous battre pour garder vos subventions ou vous avez un accord pour maintenir en 2021? Oui, alors je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la difficulté administrative, c'est-à-dire que nous n'avons pu bénéficier que de la subvention de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui nous est restée, tandis que les autres soutiens, département et Île-de-France, à partir du moment où l'événement n'a pas lieu, ne donnent pas de subvention dans le domaine culturel. Donc nous avons tout le travail qui a été fait pendant toute l'année, puisque les subventions, c'est un travail de dossier, d'instruction de dossier qui se fait dans l'hiver, en fait. Tout est à refaire. Donc, il faut entièrement refaire toutes les instructions de dossier, revoir tous les partenaires. C'est un gros travail à refaire. Nous sommes beaucoup en contact avec les élus, donc il y a eu des élections depuis. Ce qui fait que nous avons vraiment j'appelle ça une campagne presque, une campagne à refaire pour à nouveau représenter notre événement, voilà, tout ce qu'il peut apporter à toute notre région. Et financièrement, bien sûr, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que les artistes, nous sommes en relation avec les producteurs des artistes, et les artistes sont devenus beaucoup plus frileux, ce qu'on comprend très bien, donc voilà. Et ils nous demandent beaucoup plus d'avance financière que nous n'avons pas, puisque nous n'avons pas eu les subventions. Donc tout est beaucoup plus compliqué au niveau de la construction de l'événement. Justement, vous parliez des artistes. Le monde culturel, c'est un univers qui se sent abandonné, qui s'est senti abandonné, qui se sent encore. Est-ce que votre association a ce sentiment aussi qu'on vous oublie? Alors, on fait beaucoup pour qu'on ne nous oublie pas, donc on n'a pas cette sensation réellement parce qu'on essaye d'être très présent, mais c'est vrai que c'est un gros travail de mobilisation. Après, bon, on se rappelle beaucoup au souvenir de ceux qui avaient décidé de nous soutenir et voilà, on essaye d'être présent auprès de ceux qui ne nous soutiennent pas encore, mais qui le feront sûrement. Mais les artistes, eux, amateurs et professionnels, se sentent en effet complètement délaissés. Oui. Alors, de plusieurs façons, hein. Ils n'ont plus de pratique, donc déjà, ça c'est extrêmement compliqué pour un artiste. Ils n'ont plus de production, donc ils ne peuvent plus être programmés. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour tous les artistes. Alors Pascal Rodier, les 2 autres associations sont plutôt à l'arrêt. Vous, c'est presque l'inverse. Ce confinement, cette maladie, il y a plus de besoins, j'imagine. Vous avez peut-être plus de bénéficiaires. Alors déjà, on a été un petit peu en surchauffe quand même au moment de la crise, dans la mesure où il y a quand même pas mal d'associations qui n'étaient pas en capacité de se mobiliser au niveau où on aurait pu s'y attendre. Donc du coup, on a eu un peu un transfert de masse de public, et puis on a eu beaucoup de nouveaux publics qu'il a fallu aider, notamment les personnes âgées isolées, les personnes en hôtels sociaux qui se retrouvaient complètement démunis par rapport aux aides traditionnelles, et on a eu aussi des étudiants dans le cadre d'un partenariat qu'on a passé avec le Crous. Il y a à peu près 20% des étudiants hébergés en Crous dans les Yvelines qui se sont retrouvés confinés et donc un petit peu bloqués sans ressources dans leurs hébergements. Et donc, grâce à un partenariat, on a pu comme ça apporter des aides alimentaires de base et d'hygiène. Donc, ça a été une grosse surchauffe d'activité. Comme j'ai dit tout à l'heure, 450 nouveaux bénévoles à mettre en mouvement sur 25 structures locales, ce n'est pas une mince affaire. Mais je pense que comme beaucoup d'associations de solidarité de terrain, en fait, l'urgence fait que les gens quand même réussissent à trouver des nouveaux ressorts, des nouvelles énergies. Et les gens sont quand même très inventifs. On a pu mettre en place des collectes en pied d'immeuble.
On a eu des entreprises aussi qui ont été généreuses avec nous, et puis les pouvoirs publics ont bien mesuré aussi les enjeux, et donc ont quand même un peu fait des facilités, notamment pour les équipements de protection des bénévoles, avec la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale, on a pu être soutenu. Et puis on a la chance d'être un réseau national, structuré aussi au niveau régional, et donc on a mutualisé aussi nos efforts et nos capacités, notamment au niveau de la solidarité matérielle. Et comme les impôts, puisque le siège départemental partage les lieux avec les impôts, étaient fermés, on a bénéficié de la cour aussi pour organiser des répartitions de denrées alimentaires avec des bénévoles. C'était en plein air pour limiter les risques et tout. Donc du coup, comme beaucoup ont dit, il a fallu réinventer, mais nous, on aime bien ça. En fait, on a même conceptualisé ça au Secours populaire, on appelle ça réinventer la solidarité, c'est-à-dire que tout peut se décliner sous l'angle de la solidarité. Et là, effectivement, il a fallu faire preuve un peu d'audace, d'imagination aussi, puis de souplesse d'organisation. Je pense que c'est ça aussi la force de la vie associative par rapport peut-être à des institutions qui ont des process plus compliqués, plus administratifs et tout. Nous, au niveau des associations, on a quand même la chance, je pense, d'avoir un petit peu plus de souplesse d'organisation. Et quand on est une association de solidarité comme nous sur le terrain depuis 1945 et tout ça, il y a quand même un petit peu des réflexes. Et ça fait aussi que, je sais pas pour me balancer des fleurs au Secours populaire, mais on est quand même reconnu pour ça, pour l'adaptation des équipes. Et c'est vrai que la souplesse fait, par exemple, qu'on a pu intervenir sur un hôtel social qui n'avait pas été bien identifié par les autorités du département, puisque c'était du public qui venait de Paris. On a pu se projeter, on va dire, plus rapidement que les instances administratives officielles, parce que c'est plus souple. Donc, on peut arriver avec un camion, apporter des aides et des dépannages, et puis ça crée beaucoup de cohésion et de solidarité entre les gens, quoi, que ce soit les personnes qui sont aidées, aussi bien que les bénévoles. En fait, il y a une espèce d'union dans l'épreuve, quoi. Se réinventer, justement, Franck Le Carpentier, il fallait pallier cette absence de saison. Il y a un challenge qui a été créé. Oui, effectivement, en collaboration avec la Ligue Île-de-France, la plupart des clubs franciliens se sont réunis, avec le club de Rouen qui est assez proche de chez nous. Et en fait, on a essayé d'organiser une compétition avec les effectifs qu'on pouvait avoir, de manière à occuper les joueurs. Donc là, on a pu reprendre tout début septembre. Par rapport à d'habitude, ça nous tire beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on finira tout début novembre. On espère juste un peu de clémence au niveau de la météo, mais du coup, on a pu s'occuper. Alors, le 3 septembre dernier, le gouvernement présentait un plan de relance, un plan de 100 milliards d'euros pour favoriser notamment l'emploi des jeunes. Il y aurait un appui de 190 millions qui sera destiné aux missions locales, à l'accompagnement des jeunes en service civique, mais aussi aux associations sportives. Est-ce que c'est une aide qui pourrait vous intéresser, ou pour le moment, vous êtes vraiment dans l'aspect sportif ? Non, nous, ça nous intéresse parce que, effectivement, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, il y avait un impact indirect qui n'était pas lié au club. En fait, le comité départemental essaye de monter un emploi. Donc, du coup, on va pleinement profiter de ces aides, puisqu'en fait, on n'avait pas pu recruter la personne en question. Et du coup, là, on va la recruter à partir du mois d'octobre. Et du coup, Montigny prend une bonne part des heures de cet emploi. Donc, du coup... C'est une annonce qui a fait plaisir. Voilà. Il y a 100 millions qui seront mis pour les associations de prévention et de lutte contre la pauvreté pour qu'elles puissent déployer des actions spécifiques exceptionnelles. Pascal Rodier, est-ce que vous aussi, vous pourriez en bénéficier ? Oui, on travaille le dossier, on va dire. Ça se fait en coordination avec les services de l'État au niveau départemental. Et là, c'est vrai aussi qu'on a pu compter sur des interlocuteurs quand même réactifs et vraiment disponibles, en fait. Donc ça, c'est à souligner aussi, c'est qu'on a une grosse attention et une grosse disponibilité du personnel de l'État, et donc c'est vrai que ça facilite. Et là, on est en train de travailler justement à un volet qui devrait permettre de combler aussi l'impossibilité que nous avons eue quand même de faire des initiatives de collecte financière telles qu'on est habitué à les faire. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'association, on fonctionne aussi avec des vestiaires solidaires, avec des initiatives prises par des bénévoles pour collecter les fonds. Tout ça n'a pas pu être fait. On a des campagnes de solidarité comme la journée des oubliés des vacances, où on est à 5000 sur la plage, ça n'a pas pu se faire. Il a fallu réinventer. Déjà cet été, avec le dispositif Vacances apprenantes,
on a quand même pu faire partir 260 enfants en colonie de vacances. Donc, ça permet de faire un très beau bilan de solidarité. Et sur le dernier quadrimestre, je ne sais pas si ça se dit, mais sur les 4 derniers mois de l'année, on va... bientôt, il en restera plus que 3, mais on va démultiplier les efforts et puis un peu reconstituer les stocks alimentaires, mine de rien, puisque c'est un peu vide. Déjà, on a un approvisionnement par l'Union européenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça prend un peu de retard par rapport aux autres années. Donc, on a 1 ou 2 mois de décalage, ce qui fait qu'on a notre dotation 2020 qui va arriver fin octobre. Donc, voilà. Donc, il va nous falloir acheter aussi des produits alimentaires, malheureusement, parce qu'on ne pourra pas tout collecter. Donc, du coup, c'est vrai qu'il va falloir aussi peut-être se rééquiper ou s'équiper mieux pour faire face aux nouveaux besoins. Donc, notamment, si on met en place des ramasses alimentaires dans les magasins de produits frais, il faut s'équiper en frigo, en congélateur adapté, en véhicule permettant de respecter la chaîne du froid. Tout ça, c'est beau en termes de solidarité, mais ça coûte un peu des sous. Et donc, c'est vrai que le soutien de l'État, je pense, est nécessaire. Je pense qu'ils ont compris qu'il était indispensable aussi s'ils ne voulaient pas avoir d'effet multiplicateur à la crise. Parce que là, c'est vrai qu'on n'est qu'au début des effets pour les intermittents, les artisans, les auto-entrepreneurs, les étudiants, puisque quand les activités type restauration, bar et tout ça se réduisent, eh bien, les jobs permettant de financer ces études s'amenuisent aussi. Il y a énormément de problématiques qui ne sont pas encore tout à fait réglées, y compris, je pense, des professions libérales, des infirmiers, mais aussi des professions libérales, quoi, des avocats, des choses comme ça, qui commencent à avoir les effets de cette crise réellement arriver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secteurs professionnels qui vont être touchés. Et ça fait que nous, en tant qu'association de solidarité, nous sommes plutôt habitués à avoir des personnes en situation de précarité économique, on va dire un peu structurelle, pour schématiser un peu. Et là, on a vraiment des nouveaux publics, c'est-à-dire des gens qui ne pensaient pas être avoir à pousser la porte d'une association comme le Secours populaire pour manger. Ça, c'est vrai que c'est choquant un peu pour tout le monde et ça nécessite des moyens qui permettent de respecter la dignité de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse aussi de manière digne. Donc, ça veut dire être en capacité d'avoir beaucoup de bénévoles pour ouvrir plus, pour pouvoir accueillir les personnes sans avoir des files d'attente qui transpirent la misère, on a envie de dire. Donc, tout ça, c'est un travail en profondeur et qui est souvent méconnu du grand public et qui interroge beaucoup les associations comme la nôtre parce que ça veut dire beaucoup de moyens derrière, en fait. Donc, on a parfois un peu de scrupule à dire que la solidarité, c'est de l'argent, mais je pense qu'en fait, il faut quand même vraiment y insister. C'est que la solidarité, le geste à la sortie du magasin, quand vous faites vos courses, d'aider une association qui fait de l'aide alimentaire, c'est bien. Mais derrière une boîte de conserve, en fait, il y a tout un impact financier et humain qu'il faut pouvoir accompagner. Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait. Et vous, Françoise de Saldeler, est-ce qu'il y a dans le plan de relance des indications qui pourraient vous aider à maintenir le festival si jamais la crise venait à continuer ? Alors, nous, le problème, c'est aussi que pour un festival, les conditions sanitaires sont quand même primordiales. C'est-à-dire que si on ne peut pas rassembler les personnes, un festival ne peut pas vivre. Donc, il y a déjà cet aspect-là qui a fait qu'on a été obligé de reporter l'événement prévu dimanche dernier. Et puis, il y a d'autres effets, c'est-à-dire que l'association Animasos, elle existe aussi par la création de l'espace culturel gratuit qu'on avait créé dans le centre commercial, qui a été fermé aussi au moment du confinement. Enfin, tout ça, c'est assez compliqué. Alors, c'est moins vital que ce qu'expliquait M. Rodier, mais c'est vrai que la culture, on le sait bien, c'est quand même aussi la vitalité du vivre ensemble. Et ça fait que ce ne sont pas que des mots, voilà. Donc, c'est vrai que non, c'est compliqué. Pour nous, c'est très compliqué parce que le plan de relance, il ne touche pas les associations culturelles. Voilà, c'est pas... Franck Le Carpentier, on va conclure avec vous. Certains de vos joueurs jouent donc à l'étranger. Les autres ici sont bloqués, ne jouent pas. Est-ce que vous avez peur de perdre vos effectifs si ça venait à continuer et que les matchs ne continuent plus en France ?
Alors déjà, j'espère que ça arrivera pas, parce que je vous cache pas que vu qu'on parle d'avril 2021, je pense que si ça continue, on n'est pas bien. Non, après, on a une vraie peur de ce côté-là, dans le sens où on a des gens qui sont champions de Suède, vice-champions en Suisse, qui ont joué des saisons sud-américaines qui ont un niveau nettement supérieur au nôtre. Donc oui, effectivement, on a la peur de ne pas pouvoir maintenir l'effectif. Maintenant, je ne vous cache pas que par rapport à la peur d'avoir à fermer le club, c'était très secondaire. C'est un club qui a 30 ans depuis peu. Et voilà, on essaye. Maintenant, les objectifs quand même pour 2021 sont assez ambitieux puisqu'on envisage au moins les 2 premières places pour pouvoir retourner en championnat d'Europe. Donc c'est quand même un challenge qui motive les joueurs. Faut savoir que ce qui est mis en avant chez nous, il y a très peu de turnover dans l'effectif. C'est des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui aiment bien l'esprit famille à Montigny, et donc je pense qu'ils auront plaisir à revenir. Et donc, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Franck Le Carpentier, le challenge continue. Les Cougars jouent contre Rouen ce dimanche 4 octobre. Françoise de Saldeler, si tout va bien, le festival Pulsation devrait se tenir les 25 et 26 septembre 2021. Et Pascal Rodier, le 17 octobre prochain, c'est la journée mondiale du refus de la misère. C'est l'occasion notamment de rappeler l'importance de toutes vos actions. Le statut de société revient, lui, la semaine prochaine. Merci.